Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous également 0826 300 300, vous nous appelez avec nos 4 débatteurs. On va tenter de se mettre d'accord en cette fin de semaine. Je vous salue, Éric Tegner, bonjour. Bonjour. Journaliste, président, directeur de la rédaction de Livre Noir. Najwa El Haïté, bonjour Najwa. Bonjour Christine. Docteur en droit public et auteur de Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Pascal Bataille, bonjour. Bonjour Christine. Animateur et producteur, chef d'entreprise, et Jackie Isabello. Bonjour Jackie. Bonjour. Communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Alors avec vous 4, on va tenter de voir comment peut fonctionner l'encadrement militaire des mineurs qui sont à l'origine de violences. Est-ce que c'est à l'armée de faire ça? C'est un des points présentés hier par Elisabeth Borne dans le cadre donc des réponses suite aux émeutes dans les banlieues. Toujours pareil sur le régalien, le gouvernement souhaite que les parents payent les dégradations commises par leurs enfants. Est-ce que tout simplement ça devrait pas être toujours le cas finalement? On se posera la question sur la situation au Proche-Orient. Les incursions de l'armée israélienne à Gaza sont reconduites encore pour la 2e journée consécutive. Le monde tremble. Et puis on va fêter un anniversaire aujourd'hui. Ce sont les 20 ans des radars automatiques. Est-ce que ça a fait baisser l'accidentologie? Un vrai outil pour la sécurité routière, ou comme certains le disent, une pompe à fric. Et puis un petit mot également, peut-on se passer de Twitter avec cette journée sans X aujourd'hui, puisque ça fait 1 an que Elon Musk a mis la main sur le réseau social. Pour le pire ou le meilleur, on se posera peut-être la question si on a le temps avec vous 4. Voilà le menu. On va commencer déjà par les coups de cœur et les coups de gueule. Honneur à vous, Najwa, avec un coup de cœur. Alors, coup de cœur qui concerne Nina Métayer, qui est la première femme à être sacrée meilleure pâtissière du monde. Donc, c'est une véritable consécration. Alors, ce titre a été décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Et pourquoi je dis que c'est une consécration à saluer? Parce que c'est une des rares femmes à avoir obtenu ce titre. Et puis, je vais vous citer un chiffre qui est très parlant et qui pose question. Seuls 15% des hommes cuisinent de manière régulière dans leur foyer. Ils représentent, d'après un récent sondage IFOP, 95% des chefs étoilés par le célèbre guide Michelin. Alors, vous me direz, pourquoi une telle différence entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans les cuisines professionnelles, à votre avis? C'est moi du coup qui pose la question. Moi j'ai un avis, je pense savoir. Les enfants, la maternité. Exactement. Oui. Vous avez en effet les enfants, et la chef d'ailleurs Hélène Darroze soulignait que pour arriver à un haut niveau de gastronomie et s'inscrire dans une véritable carrière professionnelle dans la restauration, il faut faire des sacrifices personnels, car c'est beaucoup de travail. Et elle mettait en avant le fait qu'elle est devenue mère tardivement à partir de l'âge de 40 ans. Donc vous voyez, c'est un véritable sacrifice, mais vous avez également le temps de travail, puisque vous n'avez plus de soirée, vous n'avez plus de week-end, les jours fériés, n'en parlons pas également, donc c'est un véritable sacerdoce. Et malgré ces contraintes, vous avez des femmes chefs qui tirent leur épingle du jeu et qui contribuent au rayonnement de la France à l'étranger. Donc j'ai cité Nina Métayer, donc cette nouvelle génération de chefs pâtissières, mais vous avez des grands chefs femmes, Anne-Sophie Pic, Adeline Grattard, Hélène Darroze, Stéphanie Lequelec et bien d'autres. Et donc il s'agissait pour moi de mettre à l'honneur ces femmes en dehors de la journée de la femme du 8 mars. C'est noté. Les femmes dans les métiers manuels, déjà aussi, c'est compliqué, d'une manière générale, sur l'égalité hommes-femmes. Alors dans le rock'n'roll aussi, ça fait 40 ans que c'est compliqué. Ça continue de l'être. Ce n'est pas une plaisanterie. Mais oui, il y a des pans entiers encore de secteurs où les femmes ont du mal à mettre un pied dans la porte, comme on dit. Jackie, tiens, puisque vous parliez, coup de cœur également. La chanteuse de Bandi le disait il y a encore pas longtemps à l'occasion de la sortie de son dernier album, qui est assez délicieux. Moi, c'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur sur un sujet pas drôle. C'est pour souligner et puis surtout, vous inciter à acheter le livre de David Colomb, qui est un historien remarquable qui travaille depuis des années sur les sujets de la propagande. Et il vient de publier un ouvrage qui s'appelle La guerre de l'information. Et en ces temps où on voit bien que des nations, certains disent des empires, se confrontent sur des théâtres de guerre, il explique, en revenant, comme le fait un historien, sur la période assez longue, la manière dont
les militaires dont les régimes totalitaires utilisent l'information pour foutre la pagaille dans tout un tas de pays et, depuis quelques années, dans les régimes démocratiques. Donc il décrit notamment la manière dont les Russes, lorsque l'URSS s'est effondrée, ont continué de faire vivre l'outil qui était un outil remarquable qu'ils avaient déjà créé pendant la guerre froide, un outil de désinformation, et comment la Russie fait vivre aujourd'hui dans tout un tas de pays, dont le nôtre, cet outil au service de mécaniques de manipulation qui sont extrêmement effrayantes. Voilà, donc achetez le bouquin de David Colomb, parce que c'est une référence en France là-dessus. Et tout ce qu'il décrit donne froid dans le dos. Et je peux vous le dire parce que c'est un sujet que moi je suis depuis de nombreuses années. Et j'ai appris énormément de choses et c'est écrit assez simplement comme sait le faire David Colomb. David Colomb, La guerre de l'information aux éditions Taillandé, c'est recommandé par vous, Jackie Isabello. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête pour faire l'info de 11h. On va continuer, juste faire une parenthèse sur cette guerre de l'information qui a lieu en ce moment sous nos yeux, avec aussi donc peut-être une petite digression autour des réseaux sociaux, puisque ça fait 1 an qu'Elon Musk a racheté le réseau social ex-Twitter, aujourd'hui X. Pour le pire ou le meilleur, ou l'inverse, on va se poser la question tous ensemble. Ne bougez pas, on se retrouve juste après l'info. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec Eric Tegner, nageur à l'AIT, Pascal Bataille, Jackie Isabello. On va revenir dans un instant sur les annonces d'Elisabeth Borne, notamment cet encadrement militaire et la responsabilité parentale renforcée, mesure annoncée hier par la Première ministre. Il y aura le volet social annoncé aujourd'hui. On va y revenir dans un instant, mais je voulais voir avec vous, poursuivre la discussion qui était la nôtre. Jackie, vous parliez de votre coup de cœur, ce livre de David Colomb, la guerre de l'information aux éditions Taillandé, tout ça est très documenté. La guerre de l'info dans cette période de conflit, il y a plusieurs guerres qui nous entourent aujourd'hui. On sait que l'information est une arme massive, mais aujourd'hui, ça va faire 1 an qu'Elon Musk donc a mis la main sur le réseau social Twitter, avec beaucoup de modifications, à commencer par son nom. Ça s'appelle X aujourd'hui. Est-ce que il y a un appel au boycott de ce réseau pour la journée? C'est pour mettre l'accent, sans doute, Pascal, sur le fait que des choses ont changé sur Twitter et ça peut changer aussi les choses dans le vrai monde, tout simplement. Oui, certainement, parce que on voit que même si Twitter reste un réseau relativement minoritaire quand même par rapport à d'autres comme Facebook, Instagram, etc., il est utilisé par la majorité des journalistes, il est utilisé comme moyen de communication par la plupart de nos gouvernants. Et pas seulement Monsieur Trump et donc c'est vrai que la façon dont Elon Musk depuis 1 an a réorienté, a supprimé la plupart des canaux de filtrage et de modération. Oui, de modération, etc. Fait que aujourd'hui, alors, on pourrait s'en féliciter au nom de la liberté d'expression totale. Le problème, c'est que sait-on vraiment utiliser la liberté d'expression, d'une part, et moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je boycotte Twitter depuis sa création. Pourquoi ? Parce que au départ, et alors je ne jette pas la pierre à ceux qui l'utilisent et l'utilisent très bien, mais au départ, exprimer une idée en un nombre de signes maximum, ça me semblait totalement opposé à ma façon de penser, et ça me semblait d'ailleurs une façon d'obliger les gens à penser très réductrice et très peu en phase avec la subtilité et avec la nuance. Donc je me suis jamais exprimé sur Twitter. Je le regarde de temps en temps, mais je n'utilise pas trop ce réseau social. Mais voilà, aujourd'hui, Musk en a fait un outil de libre service, mais dans un cadre général où on se sert de plus en plus mal de la pensée. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. C'est devenu la jungle qui veut penser subtilement. Alors moi j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un boycott de Twitter en 2020 pendant les élections américaines. On l'a vu, c'est un rapport qui est sorti cette année. Le FBI avait empêché auprès de Twitter notamment la sortie des informations sur le scandale Hunter Biden. Au début c'était porté soi-disant par des complotistes et on a vu cette année toutes les enquêtes qui sont sorties. Ce moment où Twitter aussi avait même censuré, on se rappelle, le Washington Post. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est que souvent ces appels au boycott autour de plateformes qui favoriseraient le
le complotisme, etc. C'est toujours une sorte d'indignation à géométrie variable. Quand ça ne porte pas vos idées en priorité, notamment parce que la masse des utilisateurs actifs n'est pas de votre courant, vous appelez au boycott, et là, lorsque ça s'inverse, vous n'êtes plus dans le boycott. Moi, j'aimerais juste rappeler un chiffre. Après, ça a provoqué aussi, on vous parlait des États-Unis, quand même, une invasion du Capitole, parce que ça a été monté, parce que les gens ont cru certaines choses, ils ont entendu certaines choses, et c'est... Alors, moi, je veux bien. Est-ce que c'est la responsabilité le de Donald Trump, ou est-ce que c'est la responsabilité de Twitter? Si jamais c'est la responsabilité de Twitter... C'est la question que je pose. Exactement. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les responsables politiques. Les médias sont là aussi pour parler des informations. C'est pas en n'en parlant pas. Mais de toute façon, ça ne se produit pas, vous savez. C'est la responsabilité des Russes. Hein. Oui. David Colomb explique bien la mécanique. La mécanique de désinformation. Dans son ouvrage, d'ailleurs, Eric, il raconte des choses sur vous dans son ouvrage que vous lirez ou que vous avez peut-être déjà lu. Vous pouvez me permettre que je le dise, puisque vous avez porté un message qui est anti-américain. David Colomb, dans son ouvrage, explique que votre site internet et votre galaxie est financé par quelqu'un qui s'appelait Charles d'Anjou. Et Charles d'Anjou est reconnu par les Américains et par la communauté internationale et la communauté du renseignement français comme étant un influenceur qui porte les thèses de la Russie et uniquement les thèses de la Russie dans l'espace public et les diffuse abondamment. Et donc, ce qui s'est passé, vous le lirez, ça serait trop long, mais effectivement, la manière dont depuis des années les Russes se sont déployés sur les réseaux sociaux et ont construit et ont identifié les gens qui pouvaient porter cette espèce d'attitude violente et ensuite s'engager dans le débat public, eh bien, les Russes ont mis en place des mécaniques qui sont très innovantes parce qu'elles utilisent les médias sociaux, elles se déploient dans la démocratie publique, elles utilisent les réseaux diplomatiques et instrumentalisent des médias mainstream et des médias numériques. Et donc, en fait, cette combinaison de facteurs et de médias donne en fait une puissance de feu extrêmement efficace qui provoque des dégâts cognitifs absolument hallucinants. Et celui qu'on a vu arriver, c'est effectivement l'envahissement du Capitole. Et tout ça est très bien documenté, non pas par quelqu'un qui raconte comme moi je raconte ce matin, mais qui vous donne des documents qui proviennent du Sénat américain, qui proviennent des services de renseignement étrangers. C'est pour ça que j'incite les gens, parce que tout le monde, et Pascal a raison de dire à un moment, quand il dit moi je me suis senti mal à l'aise, c'est une réaction que tout le monde peut pas avoir. Vous êtes un professionnel de tout ça, on sait ce que vous avez fait. Il faut que les gens disent ça parce qu'aujourd'hui, la guerre physique, elle est moins dangereuse que la guerre psychologique face à laquelle nous sommes confrontés. Et Twitter est devenu un objet de désinformation qui est absolument vraiment préoccupant. Si je peux répondre juste, on va laisser Eric répondre. Et après, pour les auditeurs, c'est que vous n'êtes pas à jour aujourd'hui. Je ne suis absolument pas financé par Charles d'Anjou. Je me finance avant tout par les ventes de nos magazines. Ça, c'est un point qui est important. Je connais bien effectivement ce qui s'est passé en Russie pendant la guerre en Ukraine, parce que j'y ai passé près de 4 mois. Ce que j'aimerais dire, c'est que d'un côté, les Russes font énormément de déstabilisation en Afrique, c'est vrai. Du côté de l'Europe, ils en font très peu pour la simple et bonne raison que la guerre, ils la mènent surtout sur Telegram. Et les Français sont très peu sur Telegram aujourd'hui, ne sont pas sur Twitter. Vladimir Poutine n'a pas de compte Twitter. Et également, les Russes ne manient assez peu la traduction. C'est-à-dire que c'est très rare de trouver même des discours de Vladimir Poutine qui sont traduits en français dans les 24 heures. Qui montrent que Twitter... Sur les États-Unis, sur l'Afrique. Mais ce qu'il y a, c'est que sur l'Europe... Sur l'élection présidentielle française aussi, il y a eu une tentative... Ça n'a eu pas véritablement d'impact. Oui, mais il y a eu des tentatives. Mais moi, c'est sur la guerre d'information, j'aimerais amener un parallèle par rapport à l'actualité aujourd'hui. Entre ce qui s'est passé pendant la guerre en Ukraine et ce qui se passe en ce moment à Gaza. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous lisez un article, par exemple, du Figaro ou d'autres, ils vont dire que le Hamas, aujourd'hui, ce qui va être compliqué pour l'opération militaire d'Israël, c'est que le Hamas va garder forcément les Gazaouites dans les immeubles. Ils vont se protéger derrière les civils. Il va y avoir beaucoup de victimes. Aujourd'hui, ça s'est complètement dit. Moi, j'ai passé 2 mois à Mariupol, pendant cette bataille de Mariupol, où il y avait les Russes contre les Ukrainiens. Et lorsqu'on essaie d'expliquer ce principe militaire qui est en fait un principe pour tout défenseur où c'est très compliqué, qui était que les Ukrainiens, effectivement, ne laissaient pas sortir les populations civiles parce que ils voulaient se cacher derrière. C'est leur droit, j'ai envie de dire. Eh bien, ça, on ne pouvait pas le dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la guerre de la désinformation, elle est de tous les côtés en permanence aujourd'hui. Elle est également du côté d'Israël, elle est du côté de la Palestine. Pourquoi ? Parce que quand vous passez en mode guerre, la communication d'un pays devient justement, même la presse de ce pays devient un organe de communication et de propagande. D'où l'importance pour les journalistes aussi d'être dans les
faits et totalement, uniquement mais pas tomber dans la faits piège l'un contre l'autre. et de pas dire. Allez-y, Najwa et Pascal. Oui, alors moi j'aimerais dire en effet que Twitter est devenu en effet un moyen d'expression des gouvernants, on le rappelait, des journalistes, mais aussi des magistrats. Là, du coup, c'est l'avocate qui parle. Il y a certains magistrats qui utilisent Twitter et principalement Twitter, j'allais dire d'autres réseaux sociaux, non, principalement Twitter, pour on va dire démocratiser le droit en expliquant certaines procédures, mais aussi pour redorer eh bien l'image de la justice. Donc voilà, il n'y a pas que les journalistes et les gouvernants. J'aimerais également ajouter, oui, en effet, Twitter est un outil de soft power. On parlait des Russes, mais il n'y a pas que les Russes, il y a aussi la Turquie, et je le vois. Les Chinois, les Américains, mais pourquoi je dis également la Turquie? Parce qu'il y a une véritable guerre idéologique, un véritable rapport de force qui est mené sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'idéologie islamiste radicale. Et c'était une réalité. Force est de constater, c'est que nous sommes faibles. Et on le voit, le soft power russe, turc, chinois, je le trouve, on va dire, plus incisif. Je trouve qu'on fait preuve de naïveté en fait dans ce domaine-là. Pour avoir travaillé avant d'être avocate dans ce secteur-là, je trouve que tout ce qui est e-lobbying, e-réputation, les Russes, les Turcs et les Chinois ont une longueur d'avance sur nous. Pascal, moi j'ai l'impression qu'on redécouvre un peu la roue là, parce que le vrai problème c'est qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on confond tout. Twitter, c'est pas un média, au sens où, en tout cas, on a considéré les médias, c'est-à-dire des filtres qui sont censés permettre aux gens d'être informés par des gens qui sont des professionnels de ça et qui vont chercher à la source l'information, qui sont censés la vérifier dans la mesure du possible et la restituer le plus honnêtement et le plus fidèlement possible. Aujourd'hui, depuis des années, depuis 20 ans, Twitter, c'est quoi? C'est une sorte de haut-parleur qu'on a donné à chaque personne qui veut s'en servir. Alors certains ont un haut-parleur plus important que d'autres et sont plus écoutés et ont un retentissement au-delà de leur rue et sur la planète entière. Mais c'est ça. Donc si on considère que Twitter est un outil d'information, on se trompe dès le départ. Donc dire Twitter fait de la désinformation, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Là, le vrai problème, c'est d'apprendre aux gens dès la plus tendre enfance ce que Descartes nous a appris, nous Français, héritiers de cette pensée-là, c'est-à-dire à mettre en cause et à douter. Et ça, on ne nous l'apprend plus depuis bien longtemps. Donc évidemment que Twitter sert à la désinformation, mais pourquoi? Parce qu'on ne sait plus séparer le bon grain de l'ivraie et essayer de mettre en cause ce qu'on nous dit et ce qu'on dit. Allez, on est obligé de faire la pause, pardonnez-moi. On s'arrête un court instant et on revient sur ce débat passionnant autour du droit à l'information. Jusqu'où on peut aller, ou en tous les cas, comment on peut faire aussi de l'information, mais parfois sans les réseaux sociaux. On va se poser la question dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et en compagnie de nos 4 débatteurs de cette fin de semaine, de ce vendredi 27 octobre. N'oubliez pas, on change d'heure ce week-end. Éric Tegner, Najwa El-Haïty, Pascal Bataille, Jackie Isabello. On termine notre discussion entre vous 4 autour du rôle de Twitter. Finalement, aujourd'hui, ce réseau social, est-ce que c'est un bien pour tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, ça a profondément changé l'information et ça peut être un danger pour les démocraties, parce qu'en général, les dictatures, elles n'ont pas de souci de débat. Éric, on termine avec vous. Moi, je voudrais parler des chiffres, parce que souvent, on dit qu'Elon Musk, il a fait fuir les utilisateurs de Twitter, parce que la désinformation, ça déplaît. Les chiffres sont simples, c'est 3,4% de baisse, effectivement, d'utilisateurs au monde. Mais ce qui intéressera nos auditeurs, c'est qu'au niveau français, on est passé de 13,5 millions d'utilisateurs à 20 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire que sur le marché... Il y a 20 millions de gens qui sont abonnés à Twitter. Sur le marché français, Twitter a exercé une véritable percée cette année, et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner de ce côté. Des vrais comptes, des vrais gens. Alors, vous savez que pour les comptes, il y a cette idée que veut faire justement Elon Musk. Bizarrement, ceux qui sont les partisans, des vrais comptes. Ceux qui sont sur les comptes. Bizarrement, ceux qui sont les partisans, vous savez, de la sauvegarde, de la lutte contre les bots, ne relèvent pas le fait que Elon Musk est en train d'exercer, notamment aux Philippines, des tests où il veut faire en sorte que les abonnés payent $1 par $1 par an. Ça veut dire qu'ils seront obligés de donner leur identité. Poser une question. Est-ce que c'est une bonne chose que nous donnions finalement notre avis, nos données à Elon Musk, parce que c'est
ce qui se passe avec Twitter. Alors, vous savez, le contrôle des données, il est fait déjà par l'Union européenne. Il y a la loi RGPD qui est extrêmement stricte. Vous êtes producteur. Moi, je travaille dans les médias. On sait qu'envoyer des mails, c'est très contrôlé, etc. Donc, ces données-là, il faut continuer à vérifier. Mais on ne les donne pas à Elon Musk. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on voit que pour le coup, le marché publicitaire recule au niveau de Twitter, moins 50%. Donc, en fait, de facto, étant donné qu'il est un repoussoir pour les publicitaires, on est certain que lui va beaucoup moins utiliser nos données que Google. Allez, Eric, vous avez la parole. Vous continuons. On avance dans nos sujets. Coup de cœur, coup de gueule. Moi, c'est un coup de gueule. Donc, j'ai toujours le mauvais rôle sur ce plateau avec quelque chose de pessimiste. C'est un coup de gueule parce que le spectacle Bernadette de Lourdes, qui est connu et reconnu internationalement, a été exclu du pass culture collectif pour non-respect de la laïcité. Alors, vous savez, ce spectacle, c'est une comédie musicale qui était ambitieuse, qui a été créée en 2019 à Lourdes, qui a touché pour l'instant plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Et je rappelle que Lourdes, c'est près de 3 millions de visiteurs par an, dont 55% d'étrangers. Alors, cette accusation de dire de non-respect de la laïcité me semble assez aberrante. Je tiens à rappeler d'ailleurs que il y a le metteur en scène est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça a été dit. La musique, elle est signée du chanteur Grégoire. L'arrangeur n'est autre que le directeur musical de Céline Dion. Également, ce sont des chanteurs qui viennent de The Voice. On a dans l'opération de financement également Gad Elmaleh qui est dedans. Et donc cette idée selon laquelle il faudrait empêcher nos professeurs aujourd'hui d'organiser, vous savez, des voyages avec leur équipe qui seraient financés par le Pass Culture pour aller voir un spectacle de comédie musicale qui est reconnu internationalement, me paraît aberrante en utilisant cette idée que finalement ça serait une sorte de prosélytisme religieux, alors que ça fait partie de l'histoire aussi de France. Lourdes est internationalement connue. Les gens s'y rendent d'ailleurs même lorsqu'ils ne sont pas religieux, ils veulent y retrouver une certaine transcendance. Et moi, ce qui me démoralise, c'est qu'on parle beaucoup de Pass Culture, on parle beaucoup de motiver les jeunes filles et les jeunes hommes à danser, à prendre des risques un peu artistiques. Et on sait que la comédie musicale, c'est compliqué. Moi, je me désole que cela soit empêché de recevoir l'agrément du Pass Culture collectif. Après, effectivement, après, il y a des règles sur l'accréditation du Pass Culture avec le respect de la laïcité. Oui, ça n'empêche pas que le respect de la charte de la laïcité. C'est-à-dire que c'est une interprétation qui est faite à chaque fois. Mais vous parlez du sanctuaire de Lourdes. C'est un sanctuaire qui appartient à l'Église. Donc là, on sort du champ classique autour de... Oui, mais vous savez, il y a des projets. L'Église aujourd'hui s'ouvre énormément. Il y a des projets dans des églises qui ne sont pas liés à du projet. Bien sûr. Mais je précise aussi que ce spectacle-là, lorsque vous entendez son metteur en scène, il explique qu'il revient aussi sur l'enquête, il revient sur cette histoire, etc. C'est pas du tout quelque chose qui tend à dire aux gens croyez dans la Sainte Vierge. Et ça, il faut le noter. Il faudra du coup essayer de voir ce que ça va donner parce qu'il y a un recours, ça va prendre plusieurs mois. Mais malgré tout, je trouve ça quand même désolant. Et encore une fois, on parle à énormément d'étrangers, donc c'est aussi notre culture qu'on répand à travers le monde. Allez, on va continuer avec. Donc vous étiez sur un coup de gueule et pour avancer également, Pascal, un autre coup de gueule. Oui, ça va permettre, je pense, la transition avec le sujet principal d'aujourd'hui. Effectivement, c'est un coup de gueule. C'est-à-dire, en fait, c'est une inquiétude. J'ai lu hier, comme vous tous, je suppose, le sondage publié par Le Figaro, Fiducial, Sud Radio, etc., sur l'inquiétude des Français par rapport à leur sécurité. Plus d'un Français sur deux qui se sent souvent, carton rouge complet. Parfois ou souvent en insécurité. 73% qui pensent que le gouvernement n'a pas agi assez, ou les gouvernements d'ailleurs précédents n'ont pas agi assez pour éviter que des événements tels que les émeutes se reproduisent, etc., etc. Mais moi, j'ai envie par rapport à ça de prendre un peu de hauteur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas cette insécurité, c'est l'inquiétude qu'elle génère, et c'est plus ce sentiment d'insécurité qui m'inquiète que un véritable danger qu'on courrait à se promener aujourd'hui en France dans la plupart de nos rues, que ce soit dans les grandes villes, dans les cités ou dans les campagnes. Parce que ce sentiment d'insécurité qui me semble en partie entretenu depuis des années par nos gouvernants, savamment, il favorise la mise en place progressive de moyens de réduction de nos libertés individuelles et de nos droits, d'atteinte à nos droits fondamentaux. Et ça, évidemment, dans l'indifférence de plus en plus générale, parce qu'effectivement, on préfère privilégier notre sécurité à nos libertés. J'en veux pour preuve, par exemple, l'annonce hier par le préfet de police de Paris, le préfet de Paris, du fait que un certain nombre voire
certainement la totalité des moyens de sécurité qui vont être mis en place pour les Jeux Olympiques dans un événement très particulier qui nécessite évidemment la mise en place de moyens de sécurité particuliers vont être conservés ensuite. C'est ce que Darmanin appelle ce que sera l'héritage bénéfique des Jeux Olympiques selon lui. Mais moi c'est pas un héritage bénéfique, c'est un héritage très dramatique à mon avis. Par exemple, l'usage, la mise en place et l'utilisation de caméras de surveillance à reconnaissance faciale, tout ça, ça va être conservé après les Jeux Olympiques dans l'indifférence générale. Depuis des années, et notamment depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, on atteint à nos libertés individuelles, on atteint à nos droits fondamentaux dans l'indifférence générale parce que la France a peur, pour reprendre l'expression de Roger Gicquel. Et est-ce que vraiment il y a nécessité, est-ce qu'il y a une vraie légitimité aujourd'hui à avoir peur? J'aimerais qu'on s'interroge un peu là-dessus. Eric, très court parce qu'il faut qu'on fasse la pause de. Alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs ne reçoivent pas seulement un sentiment d'insécurité, ils la vivent. Moi, tout simplement, au niveau de mon équipe, ce matin, j'ai à la fois une équipe à Bruxelles qui s'est fait cambrioler cette nuit la voiture, et j'ai une de mes journalistes en reportage ce matin qui s'est fait voler son téléphone par un profil maghrébin. Donc ça, c'est tous les jours aussi que ça arrive. Moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement la problématique aujourd'hui qui arrive dans notre pays, c'est qu'à force, en fait, on est sur une logique de contrôle. Mais pourquoi? Parce qu'à force justement de mettre fin aux frontières extérieures, on crée des frontières intérieures. Et ça, vous refusez de le voir. Et effectivement, en luttant pas réellement contre l'insécurité, les sources de la délinquance aussi, parce que quand on étudie le profil des émeutes, on va voir que c'est une certaine source de délinquance, en continuant à faire en sorte aussi qu'il y a un flot d'immigration qui importe de l'insécurité au quotidien, eh bien on finit par être justement sur une société de surveillance que je ne veux pas. Ouais, et moi j'ai été agressée par un profil blond aux yeux bleus aussi, donc ça arrive. Je pas dire le contraire ce matin, c'est ce qui est arrivé, bien sûr. Faut pas oublier aussi que ça arrive dans les faits divers et dans les colonnes qui en sont remplies, effectivement. Allez, on va y revenir dans un instant. Avec vous quatre sur Sud Radio, on va parler donc de ce plan de Elisabeth Borne et du gouvernement pour forme de réponse après les émeutes du mois de juin et de juillet, début juillet en France. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on s'entend et on s'écoute, on se parle. Éric Tegner, Najwa Laïté, Pascal Bataille, Jackie Isabello, on parle avec vous de ce plan présenté. Alors je ne sais pas si on peut parler d'un plan ou d'annonce de mesures qui font suite aux émeutes qui ont embrasé la France au début de l'été dernier, après la mort le 27 juin du joueur Naël qui a été tué par un policier à Nanterre d'un contrôle routier. Alors Elisabeth Borne a proposé donc d'envisager un encadrement, je la cite, donc j'ouvre les guillemets, un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Najwa, est-ce qu'on peut dire que l'armée aujourd'hui, on lui demande des choses, est-ce que c'est son boulot ? Est-ce que c'est son rôle en temps de crise, alors qu'il y a des conflits un peu à droite, un peu dans tous les coins? On demande beaucoup de choses en effet à l'armée. On lui demande d'intervenir aussi à Marseille, dans les banlieues qui posent problème, enfin surtout les quartiers qui posent problème. On lui demande également d'être présente pour lutter contre les attentats, enfin aux côtés de la police nationale. On lui demande beaucoup. Moi, j'aimerais plutôt parler. Elle en a parlé de responsabilité des parents. Alors la réponse de certains, c'est de dire oui, mais souvent c'est des familles monoparentales, les mères sont dépassées, etc., etc. J'entends cela. Mais la réalité aussi, il faut être pragmatique. Vous avez des parents qui laissent faire et qui participent pour certains au trafic de stupéfiants ou qui ferment les yeux. Je dis pas tous les parents, mais il y en a certains qui laissent faire leurs enfants. Un enfant n'a rien à faire à 22h du soir. À 22h du soir, je suis désolée, quel est le parent responsable qui laisserait son enfant sortir à cette heure-ci? Donc, la responsabilité des parents doit être pointée du doigt. Elle le fait, mais est-ce que ce sera suffisant des stages de parentalité, de responsabilité parentale et des peines de travaux d'intérêt général pour les parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs? Est-ce que déjà, je n'en sais rien, on connaît ces devoirs? Est-ce que tous les parents connaissent leurs devoirs?
En termes d'efficacité pénale, je parle en termes de responsabilité vis-à-vis de la société quand on est responsable de son enfant. Je sais que certaines communes, je suis élue d'une de ces communes-là, on appelle les parents à la responsabilité. Il y a une maison des parents qui a été mise en place en rappelant aussi le droit. Mais est-ce que toutes les communes le font? Moi, je n'en sais rien. Mais la ville dans laquelle je suis élue, je me souviens où des jeunes, lors d'une sortie qui a été organisée en province avec des jeunes, ces jeunes ont volé. Au cours de ce voyage. Eh bien, je peux vous dire que les parents ont été convoqués par le maire et à côté d'eux, il y avait la police municipale pour rappeler les règles. Donc oui, l'armée, oui, c'est bien, mais je pense qu'elle est assez débordée comme ça. Moi, j'en appelle à la responsabilité des parents. Et s'il faut taper au porte-monnaie, il faudra taper au porte-monnaie. Et il y a des communes qui le font déjà. Jackie. Moi, je vais parler, comme je disais tout à l'heure, Eric, de manière très ouverte. Moi, je suis réserviste dans l'armée française. Je trouve très intéressant qu'on considère que l'armée doit faire évoluer ses missions. Par exemple, avant que ça vienne sur le devant de la scène, j'en avais parlé avec Valérie plusieurs fois en disant l'armée doit assurer la sécurité et la défense, mais traditionnellement, on considère qu'elle se projette à l'extérieur et que l'intérieur est réservé à la police. Je pense qu'il y a tout un tas de débats. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'on ne doit pas repenser les missions. Ah, c'est marrant, on a demandé à l'armée, au moment des attentats, de patrouiller dans les rues. Je pense que de dire à un moment, est-ce que l'armée peut pas intervenir parce qu'elle sécurise le théâtre maritime pour essayer de voir quels sont les trafics qui sont mis en place, ça fait partie des choses. Je fais partie de ceux qui pensent que on devrait demander à l'armée, avec la police, de regarder comment démanteler les réseaux de trafic de drogue au sein du territoire. C'est compliqué pour eux. Là où la démarche de Madame Borne, et j'en viens à ce que je veux dire, est intéressante, mais qu'à moitié, c'est que le boulot de l'armée, c'est de former des gens pour nous défendre, et à la fin, c'est marqué en tout petit dans votre contrat, et éventuellement donner votre vie. Donc former des gamins qui n'ont pas la structure, et en faire des combattants, et pourquoi pas les envoyer sur des territoires, là, ça me semble intéressant. Déjà parce que ça ferait scandale qu'on aille jusque-là, mais ce serait stratégiquement la mission de l'armée, mais lui demander de remplacer un CPE. Moi, mes camarades militaires qui s'entraînent, qui doivent s'entraîner au développement de la guerre informationnelle, qui doivent comprendre comment on va faire la guerre dans l'espace, qui doivent développer leur mission de renseignement aujourd'hui, continuer de rester en maintien opérationnel parce que ça fait partie des missions essentielles de l'armée de toujours s'entraîner. Je dis non, ce ne sont pas des CPE. Donc soit on pousse la démarche jusqu'au bout et on leur donne le moyen d'avoir un peu plus de professionnels, découvrir des métiers, soit on évite ce genre de propositions qui sont des propositions qui reviennent souvent sur la table, mais qui sont pas abouties, voire même un peu qui déconsidèrent la fonction militaire, qui est une fonction extrêmement exigeante. Avant, il y avait le service militaire. C'est toujours utiliser l'armée de toute façon comme un outil de communication, parce que les Français ont confiance dans leur armée, donc quand on a peur de ne plus maîtriser ce qui se passe sur notre sol, on dit envoyons l'armée. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je pense que s'il y avait ces stages, ça serait le stage des bisounours, parce que forcément, il y aura des consignes pour dire aux militaires, ne soyez pas militaires avec eux, en fait. C'est-à-dire, ne leur faites pas faire des pompes, ne soyez pas durs. Exactement. Mais ça serait même aujourd'hui, vu la société actuelle, un service militaire aujourd'hui, ça serait une sorte de stage citoyen. Étant donné qu'on ne peut plus, parce qu'on va dire, oui, mais il y a du harcèlement, il a crié un peu trop fort, il lui a fait des pompes, c'était dur, etc. Il y aura des procès dans tous les sens. Moi, ce qui m'énerve, c'est le côté où on va dire, justement, à un moment donné, peut-être envoyons l'armée pour résoudre le problème du trafic de drogue dans les banlieues. Moi, j'ai passé toute la semaine là, dans différentes cités à Marseille, à la Castellane, à Campagne-l'Évêque. J'ai vu aussi, je peux échanger avec des policiers. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que s'ils ont les consignes aujourd'hui d'aller dans les cités, ils peuvent fermer les cités. Point. Si vous vous rendez demain, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre votre voiture, vous allez demain devant la Castellane et vous voyez qu'il y a des rues qui sont bloquées par des pavés, qu'il y a des chouffes devant, etc. Vous vous demandez, mais à quel moment on ne met pas juste 2 camions de CRS à l'intérieur? Et pourquoi en fait on ne le fait pas? Parce qu'on a peur qu'à un moment donné ça explose. On a peur justement qu'il y ait une guérilla urbaine, parce que les émeutes justement, elles ont été contrôlées pour des raisons de business et arrêtées au bout de 8 jours par les trafiquants de drogue. Donc moi, ce qui m'insupporte, c'est d'essayer de dire qu'en fait on va trouver des solutions ailleurs, alors que les solutions elles existent déjà. C'est dire aux policiers, vous pouvez rentrer dans les quartiers, vous pouvez sortir votre arme sans qu'on vous mette un procès dessus tout le temps, et on va vous soutenir. Et vous avez la force et la violence légitime. Et ça, les Français, les policiers sont démoralisés. J'en vois tous les jours qui veulent quitter la police parce qu'ils en peuvent plus. Pour le coup, il faut aller jusqu'au bout. On parlait de Jean-Charles tout à l'heure. Oui. Jean-Charles, il a une responsabilité majeure.
parce que c'est Jean-Charles qui l'achète son petit shit ou tous ces trucs. Et donc de voir quand même que cette mécanique-là, c'est bien d'aller dans les banlieues, c'est bien de mettre des wagons de CRS, mais Jean-Charles et tous ses potes, des fois ils viennent chez moi voir mon fils fumer leur gros bozo. Comment on l'arrête, ça? On ne saura pas l'arrêter. Ça, c'est une vraie mécanique. Et ça, il faut se poser la question jusqu'au bout. Vous voyez, quand on disait l'armée jusqu'au bout, l'armée, elle est capable d'aller investir un truc et elle est capable de tracer jusqu'au bout le réseau parce qu'elle a des gros bateaux, parce qu'elle a la DGSE, parce qu'elle a des réseaux qui sont totalement autonomes et qui peuvent se projeter. C'est comme ça qu'il faut le penser, le truc. Pas uniquement pour faire une conf de presse. Dans sa déclaration, Elisabeth Borne disait ce que tout le monde dit, la matrice de toutes ces violences, effectivement, c'est le trafic de stupéfiants. Et ils vont annoncer un plan national de lutte. Et dans le sondage dont vous parliez, Pascal, hier dans le Figaro, on voit aussi que les Français commencent à se dire que peut-être une légalisation, faudrait se poser la question, à 52%, c'est ce qui était écrit. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Et ça sera remplacé par autre chose finalement, tellement les enjeux financiers sont colossaux. Oui, moi je pense pas que ce soit la solution et j'ai pas forcément d'ailleurs ni les qualités ni les compétences pour m'engager sur cette partie-là du débat. Mais je voulais revenir sur ce que disait Jackie tout à l'heure. Moi j'ai souvent dit à ce micro que j'étais favorable à ce que l'armée soit utilisée à d'autres missions, y compris intérieures et y compris dans les quartiers, pourquoi pas, parce que je veux bien qu'Éric dise que les policiers sont prêts à intervenir, mais les policiers, le problème c'est qu'ils sont noyés sous 2 700 000 procédures, c'est ce qui est sorti hier dans le monde en souffrance. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas vraiment de formation, ils n'ont pas la formation en tout cas qu'ont nos militaires, et aujourd'hui remettre de l'ordre dans les quartiers, ça s'apparente plus malheureusement à une opération militaire qu'à une opération de police. Le problème, c'est pas qu'on laisse entrer n'importe qui dans ce pays, et c'est malheureusement ce qui nourrit les théories d'Éric et de ses amis, c'est qu'on a perdu, l'État a perdu son autorité, on a perdu un certain nombre de valeurs républicaines et citoyennes, on n'apprend plus ça aux gens et aux enfants, et que effectivement on ne fait pas régner l'ordre. Ce n'est pas le problème de qui vient dans notre pays, c'est le problème de la façon dont tout le monde dans ce pays, ceux qui viennent mais ceux qui y sont aussi, en fait aujourd'hui à peu près à sa tête, parce qu'il n'y a plus d'autorité, parce qu'il n'y a plus d'ordre. Et c'est un homme de gauche qui le dit. Donc j'écoutais Jean-Pierre Chevènement il n'y a pas si longtemps quand il disait encore des choses. Voilà. Donc c'est pas un discours d'extrême droite que de dire ça. Il faut rétablir l'autorité et donc il faut mettre les moyens là-dessus. Et les moyens, c'est sur deux niveaux. Police, voire armée, mais c'est aussi et avant tout l'école. Oui, bien sûr qu'il faut. Oui, non, mais bien sûr qu'il faut rétablir l'autorité. On le voit, hein, l'État est impuissant. Sur un certain nombre de choses. Vous parliez de la police, du nombre de policiers qui démissionnent, mais j'ai envie de vous dire même l'école, tout se fissure. L'école, elle fait l'objet d'offensives, d'idéologies radicales. Donc j'ai l'impression en effet que tout se fissure et que l'autorité de l'État, il y en a plus en fait. Donc vous avez beaucoup de communication, mais non suivi des faits. Et on parle des valeurs, du respect des valeurs, de nos principes. Moi, je rebondis sur le coup de gueule que je partage, que vous avez donc, quand vous parliez plutôt du spectacle de Lourdes. Mais attendez, la laïcité, dans le cadre de ce spectacle, elle est pas du tout dévoyée. On lui fait dire n'importe quoi, la laïcité. La laïcité, c'est pas l'anti-religion. La laïcité, c'est pas l'inculture. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté d'expression religieuse. À partir du moment où vous ne faites pas de prosélytisme, eh bien, fait partie de cette laïcité. Et donc, je ne vois pas pourquoi, eh bien, ce spectacle ne fait pas partie du pass culture. Pourquoi cet exemple-là? Parce que je trouve qu'en France, on a notre culture et notre histoire honteuse. Est-ce que c'est motivé d'ailleurs cette décision quand on la prend sur ce dossier-là? Alors j'ai pas encore tous les éléments, ils sont assez, mais il faut voir ça. Il faut voir aussi la composition de ceux qui à un moment donné, parce qu'il y en a qui se cachent derrière des institutions, celui qui va délivrer l'agrément du pass culture, mais derrière il peut y avoir des militants politiques. Mais on regardera. On regardera, mais juste parce que vous parliez de rétablir on va dire la force républicaine, l'autorité.
sécurité républicaine. J'ajoute que dans le cadre des actions qui sont menées, et que c'était dans la promesse du candidat Macron, donc ça c'est dans une dépêche AFP, il y aura des forces d'action républicaines composées de policiers, fonctionnaires des finances, personnes éducatives et travailleurs sociaux afin de sécuriser les quartiers qui vont être déployés d'ici la fin de cette année. 3 villes sont concernées, Besançon, Valence et Maubeuge. Voilà pour être absolument complète. C'est marrant comme proposition parce que la continuité de l'État, c'est l'articulation des différents professionnels. Ce que dit le président de la République, c'est en gros, vous bossez pas assez vite, il y a une inertie totale. Donc comment il va dire, on va aller plus, mais ils bossent déjà ensemble. Évidemment que quand vous achetez une Porsche avec vos 2 kilos de cocaïne vendus, au bout de 6 ans, on finit par la vendre pour réintégrer la somme dans le trésor public. Mais là, ce qu'il est en train de dire, en gros, il y a une inertie telle entre les différents départements ministériels qu'il faut aller plus vite. Et on parle aujourd'hui de quartier de reconquête républicaine. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Juste rapidement, les policiers dire qu'ils ne sont pas compétents, désolé, souvent ça fait 18 ans qu'ils sont dedans. Non, mais ils peuvent tout à fait mettre en trafic. L'armée n'est pas formée pour le contrôle. L'armée n'est pas formée pour le contrôle urbain, alors que les policiers, souvent ça fait 20 ans qu'ils travaillent. Je peux juste donner une anecdote. Mesdames, messieurs, non, c'est non. Désolé, c'est pas moi qui décide, c'est la pub. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Bonjour, c'est Daniel Herrero. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie d'Éric Tegner, journaliste et président directeur de la rédaction de Livre Noir, Najwa Alaïté, docteur en droit public et auteur de Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan, Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise, et Jackie Isabello, communicant et fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Si vous le voulez bien, nous allons parler de nos routes et surtout nos bords de route avec donc un anniversaire aujourd'hui, à savoir les radars automatiques qui ont précisément 20 ans. L'occasion de faire un petit bilan de ces services rendus par les radars automatiques. 12 milliards et demi d'euros, c'est ce qu'ont permis de récolter pour les caisses de l'État, ces radars automatiques au bord de nos routes. Alors, les victimes dans le même temps, puisque c'était un des argumentaires aujourd'hui, sont passées en 2002, il y avait 7230 personnes victimes de la route, c'était vraiment un chiffre important. On est à moins de 3610 ans plus tard, 3267 pour l'année 2022. Il y a la manne financière, il y a la sécurité routière, la manne financière aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est une avancée pour la sécurité routière ou, comme certains le disent, une espèce de pompe à fric qui est là pour piéger les automobilistes? Qui veut commencer, Madame l'avocate? Je vais être dans le en même temps. Non, mais il en faut plus ou il faut continuer? Non, par contre, les radars ont eu un effet bénéfique concernant le comportement des conducteurs. On parle de 23 000 vies sauvées. Il y a un changement et puis on va se le dire, dès qu'on se rapproche d'un radar où on en voit un, excusez-moi, mais tout de suite on a tendance à piler ou à ralentir. Donc voilà, il y a eu un réel impact sur le comportement des conducteurs. On parle également de conducteurs, bien sûr, par voie de conséquence, qui ont considérablement réduit leur vitesse moyenne, passant de 91 km/h à 80 km/h. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une réussite. Eric. Pour l'État et pour sauver des vies. Alors, de toute façon, qu'on soit pour ou contre les radars automatiques, il y en aura de plus en plus. Et permettez-moi d'apporter un élément intéressant et caustique, c'est que en 2019, il y a eu 75% des radars qui ont été détruits par les gilets jaunes. Et donc, c'est ce qui a permis, en fait, à l'État de développer aujourd'hui des radars automatiques qui sont souvent même dotés d'intelligence artificielle, qui font que d'ici l'année prochaine, et c'est une prérogative qui a été votée par décret en juillet de cette année, vont pouvoir même contrôler si vous avez le téléphone au volant. C'est déjà le cas. Ou si vous n'avez pas votre ceinture. Mais là, ça va être généralisé parce qu'on va le mettre absolument partout. Vidéo-verbalisation. C'est l'effet Cobra qu'on appelle ça en économie. Je dis en économie, on appelle ça un effet Cobra quand vous cassez quelque chose mais que ça fait l'effet inverse de ce que vous recherchiez. Décidément, vous avez choisi des sujets où je suis obligé de raconter un peu ma vie. Moi, j'étais traumatisé parce que moi, je suis fils de sapeur-pompier militaire, et donc on était tous traumatisés par nos papas qui vivaient l'enfer parce qu'ils voyaient des accidents atroces toute la sainte journée.
Donc les chiffres qui sont donnés dans la presse sont pas du tout à la hauteur de là où on vient. Il y a encore 30 ans, c'était 30 000 personnes qui perdaient la vie sur les routes. Oui. Il y a encore 20 ans, c'était 18 000 personnes. On avait des comportements qui étaient déraisonnables. Les gens pensaient être protégés derrière leur pare-brise. Et moi, quand j'ai eu mon permis, mon père m'a amené dans la cuisine, il m'a dit, bon, viens là. Il a sorti, parce que sur tous les accidents, les sapeurs-pompiers documentent avec des photos. Et les photos, c'est pas les photos que vous passez sur vos médias, c'est des vraies photos, quoi, pour voir ce que ça donne un accident. Et donc, il me sortait des photos absolument atroces de gens complètement écrasés, qui étaient allongés. Enfin, je vous passe les détails en disant, voilà, maintenant tu vas conduire. Voilà ce qui risque de se passer. Donc je pense quand même que d'avoir sorti l'arme de la police, eh bien ça a permis de contrôler des comportements qui étaient vraiment des comportements déraisonnables et qu'on a tous eu. Hein. Oui. Et qu'on soit descendu à 3000, c'est 3000 de trop. Alors certes, entre-temps, eh bien la sécurité dans les voitures s'est renforcée. Quoique certains experts disent les gens se pensent mieux protégés parce qu'ils ont un airbag, ce qui est pas forcément vrai. Donc moi je dis super. Aussi. Et après, ça rapporte du pognon à l'État. Tant mieux parce que quand on fait des conneries, voilà. Faut accepter, comme disent les Anglais, you know the rules, don't break the law. Quoi. Pascal, alors on dit aussi qu'il faut rappeler les chiffres. La première cause de mortalité chez les moins de 25 ans sont les accidents de la route provoqués par la vitesse et l'alcool. Hein. Oui, et les radars ne peuvent malheureusement rien contre l'alcoolémie ou la drogue, ou l'usage de la drogue. Non, mais ça nous rappelle à l'ordre. Au volant. Oui, ça nous rappelle à l'ordre. Moi, j'ai rien contre, même si il m'est arrivé de me faire flasher, je le reconnais. J'ai rien contre les radars et je ne sous-estime pas leur rôle dans la diminution du nombre de victimes de la route, qui est indéniable. Il y a aussi, Jackie le disait rapidement, mais il y a quand même une amélioration aussi beaucoup des protections sur les véhicules. Il y a aussi une amélioration du réseau routier globalement qui est à prendre en compte. Donc il faut pas tout mettre sur la répression, mais effectivement le radar, moi, il me semble intéressant quand il est préventif. Et par exemple, je trouve moi très regrettable l'usage de plus en plus fréquent de ces radars embarqués dans des voitures banalisées où effectivement. Voilà, pourquoi vous trouvez ça regrettable ? Parce qu'on voit tous des comportements totalement fous sur la route. Oui, mais on rêverait tous qu'il y ait un peloton de gendarmerie pour faire arrêter. Encore une fois, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour intervenir. Et il faut aussi laisser des espaces. Je veux dire, il faut aussi laisser des espaces de liberté à l'individu. Et il faut aussi. Jackie disait cette formule anglaise. Vous connaissez les lois, ne les enfreignez pas. Bon, mais si on ne peut pas enfreindre les lois de temps en temps, mais ça devient un monde invivable. C'est-à-dire qu'il faut laisser la responsabilité aussi aux gens de pouvoir de temps en temps enfreindre la loi et prendre le risque d'être puni. Donc vous militez pour des tronçons de vitesse je milite pour le fait qu'il y ait des radars. On sait qu'il y a des radars. Il y a des radars qui sont mobiles, c'est très bien, mais avec des systèmes aujourd'hui, parce que l'homme est astucieux, on se prévient les uns les autres qu'il y a des radars. Mais du coup, on réduit notre vitesse, c'est très bien. Mais ne soyons pas fliqués à chaque seconde de notre vie, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas terrible. Aussi la corollaire du fait qu'on soit bien français, qu'on aime toujours être au-dessus de la règle, de la limitation, jouer avec. Jouons avec le fait qu'on est français et qu'on aime bien flirter avec la règle. Mais ne nous mettez pas un monde où on va être épié à chaque seconde de notre vie. La voiture autonome je m'enfuis. Elle gérera tout toute seule. Il n'y aura plus de conducteur. Il n'y aura plus de conducteur. Et il y a quand même une chose aussi qui agace une partie des Français, qui est de se dire que, en fait, au niveau justement des automobilistes, à chaque fois on paye. Il y a la police qui est là, c'est bon, on va bien. Mais derrière, de l'autre côté de l'insécurité, là la réponse, elle est pas vraiment au rendez-vous. On en a vu beaucoup de scènes où on voit des automobilistes s'engueuler avec les gendarmes en leur disant je vous ai appelé il y a un mois parce qu'il y avait un cambriolage chez moi ou parce que en fait je voulais déposer plainte et j'ai passé des heures au commissariat, etc. Et vous en 5 minutes vous êtes déjà là, je perds mon permis. Et donc ça exaspère aussi les gens de poids de mesure. Et c'est le sens de votre première question qui disait est-ce que c'est une pompe à fric ? En tout cas, c'est quelque chose de facile. Et donc, c'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est que, en fait, aujourd'hui, on va chercher toujours uniquement la facilité. Donc, on va mettre plein de moyens. Il n'y a pas de problème de payer des radars qui coûtent une fortune, etc. Pour une fois, je vais être d'accord avec la sécurité, ça, on n'y va pas. Parce que c'est un 3e anniversaire de la journée, ça. Parce que, effectivement, où on met les moyens. Très bien. Il n'y a plus que 3000 ou 2800 morts par an. C'est merveilleux. Vous savez combien il y a de morts en France de maladies nosocomiales? On est à plus du quadruple de ça. Et est-ce qu'on met les mêmes moyens sur l'hôpital que on en met sur la sécurité routière? Pourquoi? Parce que ça
rapporte pas la même chose à l'État. Est-ce qu'on en met autant pour lutter contre le tabagisme, contre l'alcool, etc. Non. Alors ne soyons pas non plus totalement hypocrites. C'était aussi fait pour remplacer les gendarmes qui pouvaient pas être partout pour faire tous les contrôles routiers. Ils sont en train de taper à deux doigts sur leur machine à écrire. 27 octobre 2003, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avec Gilles de Robien, qui était ministre des Transports et ministre de l'Intérieur conjointement, qui les installait au milieu d'une 4 voies de la ville du Bois en Essonne. Ce premier radar automatique. On aime jouer avec les limitations, mais en même temps, on n'a qu'à respecter les règles, Jackie. Là où je comprends ce que dit Pascal, et évidemment, quand on fume, quand on boit un peu trop, tout ça, on flirte, parce qu'on sait très bien comment ça se termine. Là où je pense que par rapport à la sécurité routière, et vous aviez bien compris que j'étais pas du tout objectif, c'est qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on était en train de vider les réservoirs de la jeunesse, parce que les accidents les plus graves et qui étaient les plus chers, parce que c'est un accompagnement toute une vie, c'était je rentre de boîte à 4-5 heures du mat, et le gars d'à côté, il a pas vu le feu rouge parce qu'il est un peu bourré, et là vous avez 5 jeunes qui finissent totalement en vrac, 2 morts, et puis après des accompagnements dans des hôpitaux, des accompagnements psychologiques, de la perte de savoir-faire pour les entreprises, 5 gamins qui font des études supérieures et du jour au lendemain qui se trouvent incapables de travailler. Donc quand ces chiffres augmentaient, à un moment il a fallu penser une réponse sécuritaire, parce qu'on peut pas se permettre d'enregistrer des morts dans la jeunesse à ce niveau, et vous avez rappelé des chiffres qui étaient hallucinants. Donc, oui, c'est la terreur des pompiers, des forces de sécurité le samedi ou le dimanche matin, le bilan de la sécurité routière. Merci à tous les 4. Merci. Je vous souhaite un très bon week-end. Éric Tegner, Najwa El Haïté, Pascal Bataille et Jackie Isabello. On va refermer ce Mettez-vous d'accord dans un instant. C'est Alexis Poulain, et lundi c'est Valérie Expert qui revient. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. N'oubliez pas, il y a une finale de Coupe du Monde de rugby ce week-end, et ça sera à vivre sur Sud Radio. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.